Daniel Bensaïd, philosophe, professeur à l'Université Paris 8, responsable de la revue Contretemps, militant à la Ligue communiste révolutionnaire. La privatisation de services publics, c'est important. Quand l'éducation est soumise à la fois aux lois du marché, ce qui peut venir par les droits d'inscription à l'université ou par les formes de contractualisation des enseignants ou par le financement des universités elles-mêmes dans les réformes en cours, privatisation déjà pas mal avancée en France d'une partie du secteur de la santé, et, qui ira plus loin. Bon, mais ça, entreprise, service public, on connaît un peu. Il faut attirer l'attention sur, et c'est ce qui justifie le fait de parler de privatisation du monde, sur le fait qu'aujourd'hui on a affaire à une privatisation de la monnaie, d'une certaine manière. À partir du moment où la monnaie échappe au contrôle politique, mais relève des banques centrales autonomes, c'est d'une certaine manière soustraire l'instrument monétaire au pouvoir, à sa fonction politique. Privatisation du droit. Je ne sais pas si vous recevez ici les séries américaines qui abondent à la télévision française, mais vous voyez très bien que la loi commune est remplacée largement par le contrat, c'est-à-dire par une juridiction de transaction de privé à privé, et qui prend le pas sur la loi commune. Donc, troisièmement, privatisation du vivant, par une explosion du nombre de brevets, et des brevets par anticipation, pas seulement des brevets pour exploiter une découverte, mais des brevets pour geler une découverte que d'autres pourraient utiliser. L'an dernier, il y a eu 150 000 brevets validés, en augmentation de 5% par rapport à l'année précédente, ce qui veut dire, par exemple, breveter des plantes, des molécules, ce qui est une dépossession. Moi, bon, je connais un peu mieux que d'autres régions l'Amérique latine. Quand les entreprises pharmaceutiques vont breveter les molécules issues des plantes amazoniennes, c'est déposséder les populations locales du droit coutumier qu'elles avaient d'usage de leur environnement naturel pour des soins, etc., etc. Or, ça, donc, c'est une privatisation du vivant par le brevetage. Et pas seulement d'ailleurs des plantes, mais on peut aller, y compris à des séquences du vivant humain, avec le débat sur le décodage du gène. Alors le gène, normalement, est dans la nature, donc c'est une découverte, il n'est pas privatisable, mais le décodage est considéré comme une invention, il y a le résultat d'un travail de laboratoire. Donc les techniques thérapeutiques qui sont dérivées du décodage de séquences géniques peuvent être brevetées et appliquées à certains traitements thérapeutiques, ce qui veut dire, là, une privatisation du vivant, y compris du vivant humain, partiellement. Enfin, avant-dernier, privatisation des savoirs. Le débat sur la propriété intellectuelle en discussion à l'Organisation mondiale du commerce vise à ça. C'est-à-dire, les langages informatiques favorisent la circulation et la gratuité. Donc, le fait là aussi de breveter des langages formalisés, mais où s'arrête la formalisation? Il n'y a rien de plus social que le langage. On imagine avec le même raisonnement, on pourrait breveter un concept. J'ai inventé un concept de privatisation du monde. Je le dépose et j'en veux l'usage exclusif, sinon il y aura des droits d'auteur. Mais avec le même raisonnement, on aurait pu privatiser des théorèmes ou des axiomes mathématiques. Mais là, je pousse un peu, mais c'est en discussion quand même, à propos des langages et des logiciels. Enfin, il faut attirer l'attention sur la privatisation de la violence, puisque le monopole de la violence légitime était, selon Max Weber, défini comme une des caractéristiques des États modernes. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, dans les troupes d'intervention et la logistique en Irak, à peu près un quart sont des troupes mercenaires et des entreprises privées. Autrement dit, on a une privatisation aujourd'hui de la violence, aussi bien sur le plan international qu'à l'intérieur des États, par la montée, là aussi, en proportion des sociétés de gardiennage, avec droit de port d'armes, etc., qui représentent aujourd'hui, par rapport à la police publique, une proportion qui est loin d'être insignifiante. Ce rétrécissement de l'espace public par ce qui est dévolu au privé fait que la politique, telle qu'elle se mène dans les institutions, dans le débat politique, a prise sur de moins en moins de choses. De plus en plus de domaines lui échappent. D'où ce constat d'impuissance qui fait aussi le désintéressement, ou le désintérêt plus exactement, pour la politique, et qui se traduit par une dépolitisation du langage même de la politique. La place qu'a prise dans le vocabulaire ces dernières années, depuis une quinzaine d'années, le terme de gouvernance. Bon, avant, il y avait des gouvernements.
Pourquoi la gouvernance? La gouvernance, c'est justement le gouvernement moins la politique. C'est le gouvernement réduit à l'administration, à la bonne gestion, à l'évaluation, à l'expertise, mais dans lequel il n'y a plus vraiment de décision ni de délibération. C'est finalement une gestion technique du pouvoir. Je suis tombé dans la rébellion, ce qui est sûrement le cas un peu de tout le monde, en grande partie par hasard, à Toulouse pour plusieurs raisons. D'une part, une histoire familiale. Mon grand-père, ça peut paraître bizarre et lointain, mais comme il a eu ma mère assez tard, était un jeune communard. Il avait 14 ans sous la commune de Paris, était banni. Et du côté de mon père, bon, une famille juive qui a été en partie décimée par le génocide et la déportation. Mon père en a réchappé un peu par miracle. Évidemment, ça fait déjà des coordonnées, des motifs. Et en plus, mes parents tenaient un petit café à Toulouse où il y avait une proportion de la population importante qui était des réfugiés de la République espagnole et de la guerre civile. Donc toute une culture finalement rebelle, communisante. Et après le déclic, c'est la guerre d'Algérie. Mes premiers engagements, mes premières manifs à 14 ans, c'était contre la guerre d'Algérie. Mais surtout par la fréquentation de jeunes communistes au lycée et puis les clients du café où il y avait les réunions de cellules communistes de remise des cartes, etc. Pour être précis, finalement, j'ai adhéré en 1962, au moment des manifestations qui ont été réprimées à Paris. À France, c'est connu, c'est les morts de Charonne. Donc les manifestations où il y a eu 8 morts contre la guerre d'Algérie, puis il y avait eu avant, mais ça, j'étais trop jeune pour le savoir, on l'a appris très vite après, la répression d'octobre 61 de la manifestation du FLN algérien à Paris, là, il y a eu plusieurs dizaines de morts. C'est maintenant une affaire relativement connue. Et bon, ça a été l'engagement, et à l'époque le Parti communiste était la force de gauche à peu près inévitable, incontournable, mais on est très vite devenu oppositionnel, pas forcément clair. On trouvait que le parti était trop mou sur la solidarité avec l'Algérie, sur la solidarité avec l'Indochine, que le parti était très conservateur sur les questions de mœurs. Il y avait une organisation différente pour les jeunesses communistes hommes et femmes. D'ailleurs, les femmes s'appelaient Union des jeunes filles de France, il n'y avait pas le mot communiste. Bon, là, voilà, ils découvrent qu'on se retrouve par les hasards et les tribulations d'un lieu hanté, puisqu'il paraît que le Tché est passé ici, bon, ce qui est quelque chose d'émouvant. Ça a été effectivement un des ressorts de notre évolution. Bon, et tout ça a finalement germé jusqu'à ce qu'on rencontre ce qu'on appelait à l'époque l'opposition de gauche à Paris, c'est-à-dire bon, les jeunes, donc Krivine, etc., qui étaient en opposition. On ne savait pas qu'ils étaient trotskistes, à l'époque ça m'aurait sûrement choqué. Nous on se définissait plutôt comme guevaristes. Es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial.
Et après, finalement, par chance, d'une certaine manière, les rigidités du Parti communiste français ont fait qu'on a été exclu très vite, en 1966. Une excommunication, mais finalement, qui nous a fait gagner beaucoup de temps, en liberté, d'apprentissage politique, d'apprentissage intellectuel. Et puis c'est une longue fidélité. 68 est venu très vite après notre exclusion, ce qui fait que ça nous a donné plutôt l'idée d'une confirmation qu'il y avait d'autres possibilités qu'une gestion réformiste raisonnable du système. C'est une génération qui a été fortement marquée par l'internationalisme. C'est clair que les ressorts de notre radicalisation, la guerre d'Algérie, la guerre du Vietnam, bon, à partir de là, et l'Amérique latine avec l'Odyssée et l'épopée du Che. Finalement, on a croisé de différentes manières cette histoire. Plus anciennement, il y a eu l'histoire de Pablo, Michel Raptis, donc, puisque notre courant a été quand même un des plus engagés, pas seulement pour la paix en Algérie, mais dans la solidarité active à l'époque avec le FLN, jusqu'à la fabrication de fausses monnaies en Hollande dans les 60-61, et puis la petite usine de fabrication d'armes qui, paraît-il, fonctionnait, c'était pas uniquement des jouets, qui a été faite au Maroc en solidarité avec le FLN algérien. Et donc tout ça fait d'une certaine manière partie de notre histoire.